Salut, bienvenue sur Mediapart et bonjour à vous à Grigny. Ce soir, on est ensemble depuis le centre culturel Sidney Bechet de Grigny. Sidney Bechet parce que le grand jazzman américain né à la Nouvelle-Orléans a fini sa vie à Grigny dans les années 50. Ensemble pour une soirée spéciale autour d'un livre, un livre qui a pour toile de fond votre ville, Grigny, 27 000 habitants dans l'Essonne, au sud de Paris. Grigny, ville-monde et populaire où l'on dénombre plus de 80 nationalités. La plus pauvre de France métropolitaine selon l'INSEE, mais aussi celle qui a, selon une fondation, la City Mayor Foundation, le meilleur maire du monde en raison justement de son action contre la pauvreté. Il est avec nous ce soir, il s'appelle Philippe Rio. Avant les années 60, Grigny, c'était un village. C'est devenu une ville lorsqu'on surgit de terre deux grands ensembles imposés par l'État, la Grande Borne au sud, un projet utopiste où les enfants pourraient rêver, disait son architecte, où aujourd'hui chômage et pauvreté se concentrent. Grigny 2 au nord, conçu pour être un grand ensemble moderne à l'américaine. Aujourd'hui le quartier le plus pauvre d'Île-de-France où prospèrent aussi les marchands de sommeil. Une ville dont les quartiers sont souvent coupés les uns des autres par des terrains vagues, des routes et même une autoroute qui passe au milieu de la ville, l'A6. C'est une ville où les espaces publics et les lieux pour se connecter manquent. Une ville où parfois on reste par choix, où on revient aussi. Une ville aussi d'où on part quand c'est possible. Une ville où, malgré les difficultés, l'entraide continue de s'exercer. Et le livre qui nous réunit ce soir, il s'appelle Grand Ensemble, violence, solidarité et ressentiment. Et il vient de paraître aux éditions La Découverte, avec qui on organise cette soirée. Et ses auteurs y sont là. Bonsoir, Fabien Truong et Jérôme Truc. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, Fabien Truong, enseignant à Paris 8, spécialiste des quartiers populaires et de la jeunesse, mais aussi auteur de romans et réalisateur. Jérôme Truc, chercheur au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé ces dernières années sur les attentats qui ont touché notre pays en 2015, il y a 10 ans tout juste. Alors tous les deux, vous avez fait quelque chose d'assez extraordinaire ces 10 dernières années. Au lendemain des attentats de 2015, vous avez arpenté Grigny, gagné tranquillement, progressivement la confiance, recueilli la parole des habitants. Et ce livre, finalement, c'est le fruit de ce travail patient. C'est un livre, comment le décrire ? Un livre sans angélisme sur la réalité des violences qui s'exercent ici, mais de toutes les violences, et elles sont aussi sociales, économiques, étatiques, de genre. Vous écrivez dans ce livre, la chronique médiatique permanente de la violence dans notre société se nourrit principalement de ce qui se passe dans des communes de banlieue comme Grigny. Et donc, évidemment, c'est important cet ouvrage puisqu'il va à l'encontre des prêts-à-penser de ce qu'on entend toute la journée sur les quartiers populaires ou la banlieue qui serait le lieu du, je cite, séparatisme, de l'ensauvagement, je cite encore, autant de mots de l'extrême droite qui sont repris depuis d'ailleurs par le Premier ministre et ses ministres. Ce soir, on va donner la parole à celles et ceux, alors pas tous, mais une partie de celles et ceux qui sont dans ce livre. Il s'appelle dans le livre Rabia, Youssoufa, Gilberte, Latifa, Armel, Jean-David. Ils sont éducateurs, enseignantes, retraités, entrepreneurs. Ils représentent cette ville. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Fabien Truong et Jérôme Truc, on va commencer sur la façon dont vous avez commencé cette enquête. On est en 2015, il y a 10 ans pile. Le 7 janvier, il y a l'attentat terroriste contre la rédaction de Charlie Hebdo. Le 8 janvier, la policière Clarissa Jean-Philippe, dont la tante habite Grigny, qui est tuée à Montrouge. Et le 9 janvier, des clients juifs de l'hypercachère de la Porte de Vincennes sont tués. Au total, 17 personnes assassinées. C'est un choc dans la ville. Clarissa Jean-Philippe et les 4 clients de l'hypercachère ont été tués par quelqu'un qui a grandi à Grigny et qui s'appelle Amédi Koulibaly. Le 11 janvier, il y a une grande mobilisation avec 4 millions de personnes partout en France. Et très vite, il y a un soupçon. Est-ce que les quartiers populaires sont Charlie ? Et en fait, dès le 15 octobre, vous avez un premier élément de réponse. À Grigny, il y a des habitants qui prennent la parole. Vous recevez un mail. On vous dit des habitants prennent la parole et ils aimeraient vraiment qu'on en parle. Racontez-nous un peu. Oui, en fait, on arrive ici parce qu'on y est appelé, qu'il y a cet appel d'un collectif citoyen qui s'est formé ici, ce qui effectivement est en soi une information, parce qu'il ne s'est pas créé des collectifs partout en réaction à ces attentats. Les attentats de janvier 2015 ouvrent une crise nationale, c'est un événement sans précédent, ça a été un événement historique, des millions de gens qui descendent dans la rue, et ça a été une crise aussi sur le plan local dans une ville comme Grigny, parce qu'effectivement, non seulement un des terroristes était issu, a grandi dans cette ville, mais en plus, comme vous l'avez rappelé,
et il y a la tante d'une des victimes qui habitait ici aussi. Donc il y a ce collectif qui se forme aussi parce que dans ce contexte-là, il y a tout un discours en fait médiatique qui est porté sur la ville. Alors il n'est pas nouveau, il y a un stigmate médiatique qui s'est mis en place dès les années 90 et qui se retrouve être réactivé, redoublé dans ce contexte-là. Et ce collectif donc, qui se forme aussi pour essayer de reprendre la parole. Il y a ce sentiment de ras-le-bol, on parle de nous en mal. Des gens parlent de nous tout le temps et nous, on a des choses à dire. Et on a d'abord besoin de dire que on est nous aussi concernés, touchés, solidaires. Et donc ce collectif a l'initiative, dans ce contexte-là, de créer ce qu'ils appellent des murs de parole. Et recueille comme ça plusieurs centaines de messages de Greenwise ils postent sur le parvis de la gare de RER, différents endroits. Et après, ils se disent, voilà, on ne sait pas trop quoi faire, on voudrait restituer ça à la population. Ils ont l'idée, pour le premier anniversaire des attentats, d'essayer d'organiser un événement public où ils voudraient faire quelque chose avec ces messages-là. Et c'est dans ce contexte-là que donc, Fabien et moi, on arrive ici tout simplement au départ pour les aider dans ce travail-là. Voilà. Et à partir de ces rencontres, peu à peu, vous allez... En fait, pas juste rester quelques mois. Vous allez travailler pendant 10 ans. Qu'est-ce qui fait, Fabien Truon, que, alors que ce n'était pas prévu, vous restez pendant 10 ans? En gros, pourquoi vous vous êtes dit, ça vaut vraiment le coup de rester? Et en fait, il y a plein d'autres choses à raconter. Déjà parce qu'il y a des rencontres. En fait, ça c'est important, et c'est important de dire que Grigny, on en parlera. En fait, ce qui est presque extraordinaire sur une période de 10 ans, c'est à quel point aussi il y a des flux démographiques et la ville en fait s'est transformée. Donc Grigny, c'est aussi une ville qui accueille. Et donc quelque chose qu'on a oublié de préciser aussi, c'est que bon, ça on peut pas l'inventer, mais on arrive en fait, on rencontre le collectif le 13 novembre. Donc en fait, le premier jour où on arrive à Grigny, c'est le 13 novembre. Il y a encore un attentat qui frappe comment dire, le pays. Et donc, arriver ici le 13 novembre, sans savoir évidemment ce qui va se passer, et avoir passé un moment de partage sur ce qu'ont été ces attentats du point de vue des Grignois et des Grignoises, il y a des choses qui se sont dites dans l'après-midi, qui ont été fortes et qui retentissent en fait de manière particulière et particulièrement forte après. Donc ça, c'est le point de départ, c'est cette rencontre. Après, on observe aussi parce qu'en fait, on l'a peut-être pas dit, mais ce sont des messages où on a des dessins, des mots, et aussi on a beaucoup dans le stigmate médiatique dit les quartiers ne sont pas Charlie, ne partagent pas l'émotion. Mais l'émotion, quand on le partage après un attentat, il faut aussi dire qu'elle est socialement située. Et quand on vient d'arriver dans une ville, qu'on ne maîtrise pas forcément l'écrit, le français, que Paris c'est loin, etc. Enfin, là, on avait la manifestation, je dirais, en papier, en physique, d'une solidarité dont on a dit qu'elle n'existait pas, en fait, dans les quartiers populaires. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, très vite, on voit dans ces messages, dans les dessins, dans les discussions qu'on a, que ce moment de crise, il révèle d'autres crises, et d'autres crises qui sont presque permanentes à Grigny. Et donc, dans ces mêmes messages, vraiment dans l'après-coup des attentats, on parle de stigmatisation, mais on parle aussi de la difficulté du quotidien, de ce qu'on va appeler dans le livre la violence structurelle. Et tout ça émerge très très vite ensemble. Donc on a déjà le sentiment que la violence terroriste, elle est liée à d'autres formes de violence. Donc ça nous interroge. Et puis, on continue à rencontrer, à discuter, à observer. Et on se rend compte qu'il y a des dynamiques en fait, qui sont longues, qui sont lentes, et pour se donner une chance d'observer tout ça, il faut passer du temps. Et vous avez passé 10 ans, et vous dites souvent que c'est d'ailleurs le fait d'être des chercheurs dans l'université publique qui permet de faire ces travaux de long terme, et je pense que dans le contexte actuel, il faut le dire et le redire. Juste avant de commencer le tour de parole, à l'heure où les quartiers sont de plus en plus relégués, de plus en plus dénoncés comme des zones de non-droit dans le discours politique et médiatique, qu'est-ce qu'il nous raconte d'important, ce livre, et que celles et ceux qui nous regardent devraient avoir en tête lorsqu'ils entendent tous les jours parler de façon très négative de la banlieue? Si on a passé 10 ans ici, c'est justement pour aller à l'encontre de ce discours. On a le sentiment parfois qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur les quartiers populaires de banlieue. Et typiquement, donc, sur les réactions aux attentats, on pensait qu'il était une sorte d'évidence qu'ils n'avaient pas été Charlie autant que les autres. Et en réalité, en fait, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans des mondes sociaux dans lesquels on ne vit pas tant qu'on n'enquête pas. Et c'est notre travail, chercheur en sciences sociales, d'aller enquêter pour savoir ce qu'il en est vraiment et de prendre le temps de le faire avec méthode. Et donc, typiquement, en janvier 2015, on se rend compte que oui, non, si, les quartiers ont été populaires,
ont été concernés aussi, qu'il y avait des bus qui ont été affrétés pour participer à la marche du 11 janvier. Alors, il y avait des millions de gens dans les rues, donc bon, c'était un peu compliqué de voir qui était là et d'où venait chacun, mais que les bus avaient fait le plein. Et ces murs de parole, comme le disait Fabien, à la fois, on se rend compte qu'il y a de la condoléance, vraiment, les gens disent leur compassion, leur désir de vivre en paix, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens ici pour qui ça a un sens très concret. C'est des gens qui arrivent ici, qui souvent ont fui des pays qui sont en guerre. Et puis, il y a des doléances qui renvoient à cette violence structurelle. Et donc, par-delà les clichés sur l'ensauvagement, sur le séparatisme, on s'est vite rendu compte en passant du temps ici et en échangeant avec les personnes qu'on a rencontrées, avec lesquelles on a noué des relations tout au long de l'enquête, qu'en fait, on était beaucoup plus ici dans à la fois des carrefours et des coulisses du pays qui sont en fait hyper connectés à ce que vit le reste du pays. Ce qui affecte les centres-villes affecte aussi une ville comme Grigny. C'est quelque chose d'absolument central. Et parler de Grigny, c'est parler de la France en général, en fait. Alors, on va revenir à ce moment, justement, de janvier 2015. Et ce collectif, il y a plusieurs membres de ce collectif dont vous avez parlé, qui s'appelle Ensemble Citoyen, qui a duré à peu près, on va dire, près de 2 ans, un peu moins de 2 ans, voilà, jusqu'à la fin de l'année 2016. Et on a des témoins de ce moment où, justement, il y a eu les attentats et ça a été un choc ici. Et il y a eu une réponse, une organisation des citoyens à Grigny. Parmi eux, il y a Habiba, vous êtes là, bonsoir. Vous faites beaucoup de choses à Grigny. Vous êtes membre d'un conseil syndical à Grigny-Dieu. Vous êtes président d'une association. Est-ce que vous arrivez, vous, à vous remettre dans le moment de ce choc des attentats? Qu'est-ce qui passait dans votre tête et pourquoi, finalement, vous vous êtes dit il faut faire quelque chose, il faut s'organiser? Bonsoir à tous. À vrai dire, depuis 2015, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Jusqu'à maintenant, il y a encore des séquelles. Il y a encore des... Enfin, on a payé la note, on peut dire. La population, elle a pris un bon coup. Surtout les jeunes. Moi, je peux dire que les jeunes, ils avaient du mal à trouver une formation. Ils avaient du mal à trouver le travail. Dès qu'on voit dans leur CV Grigny, c'est direct la poubelle. Je ne cherche pas à comprendre. Je peux même témoigner que c'était l'année où ils ont mis en place, il y avait 2 choses qui ont été mises en place par le gouvernement. C'était le service militaire volontaire, je me souviens bien, parce qu'on avait commencé par un recrutement de 20 personnes, juste pour essayer le dispositif. Et vu que c'était la seule porte que les jeunes peuvent intégrer, on s'est trouvé d'un coup avec 300. Et maintenant, il y a même deux compagnies qui sont en place. C'est la même année que le Conseil citoyen qui était créé en même temps. Et c'est la même année, il y avait Élan citoyen, dont je faisais partie aussi, mais en même temps, il y avait une autre équipe, que c'est dommage, il n'y a personne qui est là pour la représenter. Il y avait 4 jeunes qui font... Enfin, ils étaient en train de faire une formation dans les études de journalisme et médias. Voilà. On va en parler tout à l'heure. On va en parler dans un instant, justement. Voilà. Ouais, on va parler de là. Justement, ils ont répondu à la très mauvaise image journalistique donnée de Grigny. On va en parler tout à l'heure. Mais à côté de vous, donc, il y a Souleymane. Bonsoir, Souleymane. Au moment des attentats, ça faisait une dizaine d'années que vous habitiez à Grigny. Vous êtes déjà à l'époque bien connu dans la communauté malienne. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé l'idée de ce collectif Ensemble Citoyen. Qu'est-ce que, pour vous, ces paperboards, donc ces murs de parole des habitants de Grigny, qu'est-ce qu'ils ont montré? Bonjour à tous, moi je suis Souleymane Issourou, comme vous l'avez si bien dit. Et Habiba et les autres ont fait partie du collectif Élan Citoyen qu'on avait créé tous ensemble. Tout d'abord, moi je tiens à remercier la mairie de la ville à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas de matériel pour faire le mur des paroles. Et moi j'ai vécu des choses. Non seulement, et on disait que M. Koulibaly était d'origine malien, première chose, et deuxième chose, et je suis un habitant de Grigny, je suis un primo-arrivant de Grigny, je grandis bien évidemment à Grigny. C'était pas du tout évident pour nous. Avec les sages de la communauté et d'autres, on a vraiment beaucoup de réunions, parlé, d'échanger, essayer de désamorcer les tensions les uns aux autres et comprendre. Et en 2015, aujourd'hui, la ville a beaucoup changé, énormément changé. Il y a beaucoup de choses à faire,
Mais au niveau des associations, au niveau des jeunes entrepreneuriats et des gens qui visitent la ville, il y a eu beaucoup d'améliorations. À côté, je crois qu'il y a Raymond. Vous êtes là, Raymond? Oui. Vous êtes une figure de Grigny, militante communiste de toujours. Non, vous voulez pas parler? Non, mais parlez-nous, Raymond, de quand même ce moment. Vous êtes aussi dans le collectif à ce moment-là. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, à ce moment-là, et pourquoi, et comment vous voyez la réponse qui est donnée par une partie de la population ici, par la population? Déjà, il n'y a pas de figure, de figure de quoi que ce soit. Hein. On fait ce qu'on peut. C'est un peu le cas, non, mais bon, voilà. C'est vrai que ça m'a semblé évident. Enfin, ça me semblait évident qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait s'exprimer. Même si ça n'a duré que 2 ans, c'est vrai. Bon, il y a toutes les difficultés que l'on connaît, mais c'était quand même... Enfin, moi, j'en ai retiré du savoir écouter, savoir se parler, parce que là, on était vraiment très disparates, quoi. Hein, on est... la stigmatisation, quoi, c'est ça, de Grigny. Les gens en avaient vraiment peur. Enfin, on avait marre, surtout. Et c'est vrai que quand, moi, la première fois que je vous ai rencontré, je leur ai expliqué qu'à Grigny, on était très... Il va falloir qu'ils fassent leurs preuves parce qu'on était très choqués de tout à chaque fois qu'il y a eu des gens qui sont venus sur Grigny. Ça a toujours été pour... voilà. Pour faire le contraire et que nous, on était très... Dès qu'il y a une caméra qui arrive, on était très... sur le quant à soi, quoi, de dire attention, voilà. Et en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, ce qui m'a... Ne serait-ce que... Il n'y a pas que le collectif, mais je crois aussi que la présence de ces deux-là... Eh ben, ça a été aussi des moments importants. Et ça crée du lien, comme on le voit ce soir. J'en suis qu'à la page 77 pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on en prend plein, là, quand même. Il y a des vérités, il y a des... Non, c'est vrai. Il y a des choses comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Mais c'est bien. C'est nouveau, quoi. C'est... Voilà, bon, j'ai envie de continuer à le lire en tout cas. Merci. Et puis on vous retrouve tout à l'heure un peu plus tard. Okay. On a parlé de stigmatisation médiatique notamment, et celui qui peut nous en parler, c'est Philippe Rio. Bonsoir, vous êtes maire PCF de Grigny depuis 2012. Alors on l'a dit un peu, à l'époque, les journalistes débarquent. Grigny est-elle Charlie? C'est leur question, hein, la question de certains en tout cas. Notamment compenser les collégiens de Grigny, de la minute de silence pour les victimes. Il y a plusieurs articles qui ont marqué. Une journaliste du Figaro qui vient quelques heures. Le titre de son article, c'est « À Grigny, la ville de Koulibaly, la théorie du complot va bon train ». Un article dont vous écrivez qu'il est caricatural, où elle compare certaines collégiens de la Grande Borne à des herbes folles. Un article auquel, d'ailleurs, des jeunes, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Abiba, des jeunes de la ville et de Viry-Châtillon qui, à ce moment-là, suivent une formation aux médias assurée par l'association Reporters Citoyens, vont répondre en vidéo. Nous, jeunes reporters citoyens de Grigny, nous refusons que l'on parle à notre place, nous refusons les préjugés et l'idéologie colportée par l'article du Figaro paru le 15 janvier 2015 intitulé « À Grigny, la ville de Koulibaly, la théorie du complot va bon train ». Nous, jeunes reporters citoyens de Grigny, nous refusons d'être comparés à des herbes folles, condamnés à devenir... Ils demandent un traitement médiatique juste, disent on refuse qu'on prenne la parole de quelques collégiens immatures pour l'opinion de tous. Ils disent aussi on refuse l'amalgame jeunes, noirs, arabes, musulmans égale terroristes, antisémites, délinquants incultes, anti-républicains et anti-français. Nous voulons vivre en paix en France. 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 Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un article du Journal du Dimanche dont le titre est « La crise a certainement débuté ici à la Grande Borne. Comment ce ghetto urbain de 13 000 habitants a-t-il pu enfanter Mehdi Koulibaly? Où sont passés les millions d'aides publiques ?» Vous avez poursuivi le journal en justice, hein, et vous avez obtenu réparation. Si vous, avec un peu de recul aujourd'hui, Philippe Rio, comment vous voyez le traitement médiatique qui a été fait à l'époque? Comment vous le définiriez? Le récit négatif sur les banlieues s'est accéléré pendant cette période.
et il a été porté politiquement par un député de la Nation. Malek Bouti, de cette circonscription. De la circonscription. Qui a dit ce n'est pas un hasard qu'Amédi Coulibaly ait grandi à Grigny, dans une ville où les responsables, y compris les élus, pactisent le mal avec les voyous, les délinquants, voilà. La corruption. Et donc la caisse de résonance était effectivement très puissante. Nous avions eu un passé avec Paris Match, la cité qui fait peur, où des journalistes avaient trahi la confiance, qui voulaient faire un peu de long terme, avaient trahi la confiance des Grignoises et des Grignois, et donc il y a une méfiance totale. Après la sidération, il y a la riposte. Et la riposte, elle est de deux façons. Reporter citoyen a été un outil de riposte parce qu'il fallait que les jeunes prennent la parole. Reporter citoyen était un dispositif qui était financé par notre communauté d'agglomération. Et effectivement, je vais les nommer, Samba, Jiggy et d'autres, que nous connaissions bien, étaient heurtés par tous ces propos. Et avec John-Paul Lepers, puisque c'était lui qui est à la tête de cette initiative de Reporter citoyen, cette vidéo qui a cartonné sur les réseaux et qui a fait prendre conscience qu'il fallait distinguer les choses. Deuxième élément de riposte, ça a été celui plus politique. Il y a eu la riposte élan citoyen qui a contribué. Et puis il y a eu cet élan politique où le 29 janvier, quasiment 10 ans jour pour jour, le président de la République de l'époque, François Hollande, reçoit des maires, ne porte pas du tout cette idée-là, selon laquelle des territoires sont des fabricants de terroristes, et nous lui remettons collectivement, au nom de la municipalité, un appel, un manifeste de la République pour tous, parce qu'on a ce besoin de se retrouver dans cette France qui ne tient pas toutes ses promesses ici. J'ai deux questions. Comment, d'abord, vous trouvez que ce regard médiatique a évolué? Parce que entre-temps, il y a eu d'autres épisodes. Il y a eu Naël, les révoltes et les émeutes à ce moment-là, l'offensive médiatique et politique de l'extrême droite qui est très importante aujourd'hui. Donc, comment elle a évolué, cette médiatisation? Et surtout, est-ce qu'elle fait qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre? Comment changent vos quartiers? C'est-à-dire, en 2017, vous avez lancé avec 180 maires un grand appel pour les quartiers populaires en disant qu'il faut des mesures urgentes pour les quartiers populaires. Donc, qu'est-ce qui a changé? Et est-ce que vous vous sentez entendu aujourd'hui, donc à la fois par les politiques et par les médias? Si on fait un peu de rétrospective médiatique, on a d'abord en 2016, c'est écrit dans le livre, un autre moment très difficile, avec des policiers qui se font brûler. On a en 2017 deux jeunes qui sont assassinés à la Grande Borne. Et vous l'avez dit, on rentre dans un moment qui est très important, qui est 2017. Et 2018. 2017, c'est l'appel de Grigny. Et il se passe quelque chose d'assez étonnant. Et je vous invite tous à regarder le BFM du 17 octobre 2017, où, aux 20h, Ruth Elkrief et ses deux collègues qui sont encore à l'antenne de BFM disent qu'il s'est passé un truc incroyable à Grigny, que 1000 élus et associations présents veulent travailler pour la banlieue et font union nationale. Et à partir de là, en fait, il y a un nouveau récit qui s'écrit dans notre pays, qui se termine malheureusement très mal, parce que c'est le rapport de Jean-Louis Borloo pour lequel nous avons tous travaillé et qui a été mis à la poubelle. Et j'étais il n'y a pas longtemps encore avec une journaliste de vos collègues du Monde. Mais je pourrais en parler de plusieurs. 2017-2018, nous avons gagné le récit médiatique positif sur les banlieues. C'est la seule fois en France, je vous invite véritablement à relire tout ce qui s'est, que ce soit la presse écrite, radio ou autre, il y avait un récit médiatique positif d'une France qui voulait faire France en venant des banlieues. Ce geste du président de la République a tout mis par terre, en fait. Et je peux même vous dire que le jour où ça s'est fait, les journalistes étaient plus en colère que nous, qui étions sidérés, qui avions travaillé depuis 2 ans d'arrache-pied sur ça. Vous voulez dire quand le plan Borloo a été... Quand le plan Borloo a effectivement été mis à la poubelle par les présidents de la République. Et on en veut au président de la République pour ça, parce que nous avions gagné ce récit médiatique, véritablement. Et depuis, après, ça a été, on est revenu au récit traditionnel, les rixes... En clair, le récit des faits divers. Vous l'avez dit, dans un continuum et dans une montée d'un discours d'extrême droite. Et il y a eu Naël. Et alors là, il y a eu une accélération encore plus, une invisibilisation
encore plus des banlieues dans le récit national et qui s'est montré de manière très négative. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent réagir d'ores et déjà à cet aspect-là, sur la médiatisation, l'image, et ce qui a changé n'a pas été fait ces dernières années? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Sinon, peut-être rapidement, je vous voyais acquiescer évidemment Fabien et Jérôme. Qu'est-ce qui vous frappe là dans le début de ces échanges? Oui, mais en fait, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure et ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, parce qu'en fait, la question de écrire un livre, c'est aussi pour montrer des choses. Et si on a pris du temps aussi, c'est parce que, en fait, on l'a dit, c'est le temps de la confiance, c'est le temps de rencontrer les gens, de rencontrer les situations, mais c'est le temps aussi, parce qu'en fait, on est saturé sur la banlieue d'images de court terme. Et en fait, au fond, le traitement médiatique sur les faits divers, c'est du traitement de court terme. On vient, on repart, on a quelque chose de spectaculaire. Un mort, un incendie, voilà. Et cette violence-là, elle existe. C'est-à-dire que, et on ne dit pas qu'elle n'existe pas. Mais déjà, même sur ce point de cette violence-là, si on se dit, on regarde ce qui se passe avant, ce qui se passe après, on regarde l'événement, pas comme un simple événement, mais comme quelque chose qui a des implications et des causes, déjà, on est un petit peu ailleurs. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, en fait, vraiment un résultat important, et ça, c'est le temps qui permet de le montrer et de vraiment le prouver, parce qu'en fait, nous, on n'est pas là pour donner notre opinion. Quand Raymond dit tout à l'heure qu'elle a trouvé des surprises dans le livre, c'est que nous, une partie de notre travail, c'est de faire entendre des voix, des récits, de donner à voir des vies et des situations, et dans le respect, en fait, de ces situations et de la manière dont on les a rencontrées. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi d'être un petit peu à côté et de les analyser. Et il y a un point qui est vraiment essentiel sur les quartiers populaires et qu'on peut voir en 10 ans, c'est que les quartiers populaires sont hyper connectés, en fait, au centre et à l'hypercentre. On l'a vu pendant la crise du Covid, et encore une fois, on parle des crises des attentats. Les crises, elles révèlent des choses. En fait, vous voulez dire loin de l'image du ghetto renfermé sur lui-même. Exactement. Et du ghetto séparatiste, qui est le mot des dernières années. L'idée d'un lieu qui est clos, en vase clos, qui est un contre-monde, qui est hors de la nation, c'est pas seulement, c'est absolument faux si on regarde les faits. Le premier point, c'est que en fait, et c'est une partie importante du bouquin, nous, ce qu'on montre, d'un point de vue historique, et de ce point de vue-là, Grigny, un cas presque extraordinaire, c'est que ce sont des terres d'exploitation. Les quartiers populaires sont historiquement exploités, et à Grigny, ça commence au XVIIIe siècle, en fait. On a exploité les terres agricoles, en fait, Grigny. Là où vous avez ces deux grands ensembles qui sont Grigny 2 et la Grande Borne, c'était des greniers, en fait, à nourriture, pour le pays, pour le centre et l'hypercentre. Après, il y a eu le sous-sol. En fait, le métro parisien, le boulevard Haussmann, c'est les pierres meulières de Grigny. Et à partir des années 70-80, on exploite les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a deux grands ensembles qui sont en fait imposés à la ville, et parce qu'en fait, on a besoin, entre guillemets, de parquer les personnes parce qu'il n'y a plus de place dans les centres urbains. Et aujourd'hui, en fait, les travailleurs, les travailleuses essentielles qui servent le centre-ville, qui s'occupe du travail de logistique, du travail de manutention, du travail de soins, de care. Et on l'a vu pendant le Covid, les personnes qui continuaient à se déplacer parce qu'ils et elles étaient essentiels, ils viennent des quartiers populaires et ils viennent de villes comme Grigny. Donc l'image de territoire déconnecté, c'est une aberration en fait au regard des faits. Et ça, c'est ce qu'on a pu montrer en passant du temps, en le voyant et en le documentant, et à hauteur aussi d'hommes et de femmes et de vies vécues. Ça, c'est important parce que c'est voilà, c'est une ville comme Grigny, c'est pas que des faits divers, c'est pas que des numéros, c'est pas que des taux d'indicateurs où les choses s'aggravent. Il y a aussi des vies derrière tout ça. Et vous dites c'est un concentré des violences du monde, y compris la violence économique, y compris la violence capitaliste et toutes les autres violences dont on va parler, puisque cette question des violences, elle occupe une place importante de votre livre. Et en fait, la deuxième partie du livre, elle porte un titre qui parle de lui-même. Vous dites à Grigny règne un état d'urgence permanent où on doit sans cesse se débrouiller pour faire face au quotidien, avec des violences qui sont structurelles et qui donc minent toute possibilité de s'organiser et de se mobiliser. Ça veut dire quoi, Jérôme Truc, pour
résumer? Parce que état d'urgence permanent, ça veut dire que c'est toutes les vies qui sont dans l'urgence, qui sont sous pression. Oui, exactement. Je disais tout à l'heure que le travail de chercheur en sciences sociales, c'est un travail qui consiste à enquêter et ensuite, comme le rappelait Fabien à l'instant, à rendre compte de ce qu'on voit dans le respect et aussi à produire une analyse. Et quand on décide de faire ce livre et qu'on se centre sur cette question de la violence, effectivement, qui est très présente, qui traverse tout le livre, un des enjeux pour nous en tant que chercheurs, c'est aussi de préciser de quoi on parle, de qualifier les faits, de caractériser la violence. On n'est pas dans ce discours consistant à dire le discours du fait divers, de voilà, la société est de plus en plus violente, il y a ci, il y a ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a un mouvement dans le livre qui part de ce qui nous fait arriver, la violence terroriste avec sa dimension spectaculaire, les discours qu'elle suscite, la stigmatisation qui vient redoubler la sidération qui est éprouvée ici aussi, et ça, le dire, c'est déjà un résultat. Mais après, donc, on en vient à cette violence structurelle et on la caractérise aussi. Et effectivement, alors, il y a différentes logiques de cette violence structurelle qu'on passe en revue. On va les passer en revue juste voilà, après, ouais. et elles nous semblent en tout cas relever toutes de ce qu'on appelle, justement dans le prolongement de cette expérience de la violence terroriste qui nous fait, une fois encore arriver ici, d'un état d'urgence permanent. Pourquoi un état d'urgence permanent? Parce qu'effectivement, en 2015, la France est placée en état d'urgence. En novembre, le 13 novembre, juste après qu'on arrive, elle est placée en état d'urgence, mais sur un plan juridique. Et nous, on se rend compte, en fait, ici, que la crise ouverte par les attentats en janvier 2015, elle réactive les gens qui se mobilisent dans le collectif, qui nous accueillent. On se rend compte que c'est les gens qui ont l'habitude, en fait, déjà d'être engagés, d'être mobilisés, qui ont l'habitude de parer à ces situations-là. Parce qu'en fait, dans ce contexte d'une ville comme Grigny, où on est confronté à énormément de difficultés au quotidien, à une grande précarité, dans un contexte aussi où, en fait, les services publics font défaut, le droit commun n'est pas toujours appliqué, on est habitué très tôt, on forge une manière de faire ensemble face à ces situations d'urgence qui reviennent tout le temps. Est-ce que Jayanti est dans la salle? Bonsoir, vous êtes enseignante, vous témoignez dans le livre longuement à plusieurs endroits, vous avez travaillé dès le début de votre carrière et vraiment par choix à la Grande Borne en tant qu'enseignante pendant, je crois, 15 ans à l'école primaire puis au collège. Et vous le dites dans le livre et vous le racontez très bien, quand on est prof ici, on ne compte pas les heures parce qu'il y a les heures de boulot, préparer les cours, corriger les copies, mais il y a aussi tout le reste autour. Si vous deviez résumer finalement les difficultés auxquelles chaque jour un enseignant de la Grande Borne est confronté par rapport à ce que peuvent vivre par exemple d'autres collègues dans d'autres endroits de France, on parlait de concentrer justement de difficultés. Comment vous le définiriez ? Je le définis par quelque chose qui est effectivement un peu stigmatisant, parce qu'effectivement, on est étiqueté REP+, ou avant c'était zone d'éducation prioritaire. Alors, prioritaire pourquoi ? Alors, effectivement, il y a un concentré de problématiques, mais en même temps, il y a un concentré de personnes qui travaillent ensemble. Je l'ai vu en élémentaire, mais je l'ai vu également au collège, toujours à la Grande Borne. Et ça, c'est très important parce que ce tissu, il est justement ce qui permet de ne pas faire déserter les habitants, les familles, les élèves, enfin voilà. Et ce que je trouve donc très intéressant par contre dans le livre, parce qu'effectivement j'ai passé presque une vingtaine d'années donc à Grigny, c'est que quand on y travaille tous les jours, c'est très difficile de se déporter, de se décentrer parce que on est confronté au quotidien, et ce qui est naturel, ce qui demande justement, c'est ce qui permet l'engagement total, presque. Et ça permet à travers le livre, ce que je vois, c'est plein d'acteurs que je connais, que je peux rencontrer, des fois que j'ai pu rencontrer, mais que je ne connais pas. Et je ne sais pas comment ils travaillent, etc. Et d'avoir leur analyse et leur point de vue sur la ville, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, à l'heure actuelle, j'y suis plus. Voilà, j'exerce maintenant un autre métier dans une autre ville, mais pas très loin. Voilà, mais ça m'aide énormément, en tout cas, d'avoir ces analyses sociologiques. Je pousse les gens. J'ai même pris dans ma besace quelques ouvrages pour les distribuer. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas pour vous? Fabien Truong et Jérôme Truc nous ont parlé au début de cet entretien le message du livre, finalement. Qu'est-ce que pour vous, on ne comprend pas quand on parle de quartier populaire et particulièrement de la Grande Borne dans la discussion publique? Alors la discussion publique, elle est parfois très problématique avec des gens qui poussent très clairement vers l'extrême droite, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Qu'est-ce qui n'est pas compris sur la réalité de ce quartier? Je pense avant tout qu'on ne parle pas d'individus. À chaque fois, on parle de globalité, justement d'ensemble, de groupe.
Et très peu de fois, on s'arrête sur l'individu. Or, les travailleurs sociaux, les acteurs politiques et les travailleurs éducation nationale, enfin voilà, justement, on s'intéresse à l'individu. Et c'est ce maillage, je pense, qui fait vivre également. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une identité forte et très intéressante à Grigny, terre d'accueil. Terre d'accueil, en effet, de beaucoup de primo-arrivants et de beaucoup de gens qui arrivent ici à Grigny. Est-ce qu'il y a des rebonds sur cette question Oui, madame. Dites-nous en 2 mots qui vous êtes et ce que vous avez à nous dire. Je suis Evelyne de Briand, je suis élue dans cette ville et j'ai enseigné 32 ans ici. Et donc, vous demandiez à madame qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce que les enseignants ont à affronter ici qu'ils n'ont pas affronté ailleurs. Eh bien, depuis quelques années, il arrive très régulièrement que des familles arrivent avec leur bagage à l'école parce qu'ils se retrouvent sans logement, ils sont sortis de l'hôtel social, ils sont expulsés et ils sont à la rue. Et donc ça, c'est aussi maintenant... J'allais pas le quotidien des gens, mais ça arrive très souvent. Et je voulais dire aussi, le maire a parlé du rapport Borloo. Et ensuite, il y a eu la visite des inspecteurs généraux. Il y a eu une inspectrice générale de l'éducation nationale et j'avais eu l'occasion de la rencontrer. Parce que vous avez parlé de ZEP, REP+, RAR, quand il y avait moins de moyens, mais ça s'appelait quand même comme ça s'appelait RAR. Et donc, l'inspectrice m'avait dit qu'on nous disait toujours vous avez énormément de moyens. À Grigny, il y a bien plus de moyens qu'ailleurs et vous n'y arrivez toujours pas. Et cette inspectrice-là m'a dit qu'en 15 jours à Grigny, elle s'était rendue compte ô combien l'éducation nationale n'avait jamais mis les moyens à la hauteur des besoins. Et c'était ça la difficulté et le problème. Il y a beaucoup, donc dans ce livre, vous listez un peu toute la série des violences et évidemment, vous ne cachez pas l'importance dans une ville comme Grigny, notamment la Grande Borne. Vous dites que c'est devenu le terrain d'implantation idéal du trafic de drogue avec des règlements de compte et les drames qui vont avec. Au point, écrivez-vous que le commerce de stupéfiants est, après la municipalité, le 2e employeur local. Expliquez-nous comment, d'abord, vous avez pu travailler là-dessus et comment on peut vivre dans une ville où le trafic de drogue a autant de place. Alors déjà, je pense qu'il faut aussi resituer parce qu'en fait, dans ce qu'on vient d'entendre aussi, on parle de la violence aussi des flux qui déstructurent la ville. Et ça, c'est quand même extrêmement important à dire. C'est-à-dire, si on parle des violences, c'est vrai que sur 10 ans, il y a tout un tas d'indicateurs qui montrent qu'il y a un certain nombre de violences qui ont augmenté. Okay, ça c'est une réalité. Mais pourquoi, en fait, il y a un certain nombre de violences qui augmentent ? C'est parce que sur l'échelle de 10 ans, en fait, plus de la moitié de la population s'est renouvelée. Donc, en fait, Grigny, et contrairement justement au récit d'extrême droite, qui parle de non-intégration, etc., c'est une ville qui fait que, sur 10 ans, il y a la moitié de la population qui a quitté la ville, très souvent qui habite à 5 km, 10 km, mais qui a complètement trouvé sa place, qui travaille, alors je mets toutes les guillemets de rigueur, intégrée, mais en fait, elle était intégrée dès le début, en fait, c'est pas un problème d'intégration. Et déjà, et ça, il faut le dire, et c'est le travail des enseignants, c'est le travail des collectifs, c'est le travail des éducateurs, c'est le travail des structures. Il y a un travail d'intermédiation, d'enveloppement collectif qui existe. Déjà, et ça, il faut le dire, il est invisibilisé, on ne le voit pas, il fait en gros la moitié du job. Par rapport à... Par contre, quand les gens partent, ils sont remplacés. C'était la remarque sur les valises. Il y a de plus en plus d'enfants allophones, etc. Donc, les gens qui partent sont remplacés par des gens en plus grande difficulté, en plus grande précarité. Pourquoi ? Parce que Grigny, mais les quartiers populaires font aussi un boulot national qui est le boulot de l'accueil. Et ça, c'est aussi structurel, c'est-à-dire que les gens qui, entre guillemets, échouent à Grigny quand ils arrivent, au sens littéral du terme, ils arrivent ici parce qu'ils ne sont pas accueillis dans d'autres villes. D'autres villes, par exemple, bourgeoises qui préfèrent payer des amendes pour ne pas faire le travail de mixité sociale et qui ressemblent plus à des ghettos coupés du reste de la société qu'une ville comme Grigny. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, sur la question du trafic de drogue, c'est aussi lié à la question de la précarité, en fait, et de quel type d'emploi on peut trouver quand
il y a une précarité forte, il y a cette première question, mais il faut aussi la resituer dans quelque chose de relationnel. Juste un petit point, parce que ça c'est important. Grigny, de ce point de vue-là, a une forme de situation stratégique. Grigny est très proche de l'aéroport. Donc, enfin, la drogue, elle tombe pas du camion, elle arrive de par. Et puis, la drogue, si elle est vendue à Grigny, c'est qu'il y a des acheteurs, il y a des consommateurs. Il y a l'autoroute. Vous prenez l'autoroute, les consommateurs. Il y a quelque chose de relativement récent, c'est le crack. Ok, et ça, c'est post-Covid. On peut en parler et il faut le caractériser. C'est une autre forme de rapport à la drogue. Mais les drogues qui enrichissent en fait d'une certaine manière les personnes qui font ce commerce-là, les consommateurs, ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ne viennent pas de Grigny, qui viennent des centres urbains. Et en gros, vous prenez la voiture, vous allez à Paris, vous tournez à gauche, à droite, vous avez Grigny 2, vous avez la Grande Borne, et vous pouvez consommer et acheter. Donc il faut aussi replacer les choses dans ce contexte-là, et on parle de personnes en fait qui ont des difficultés aussi à à vivre leur fin de mois, qui trouvent aussi des consommateurs et des gens qui ont de l'argent et qui dispersent cet argent dans la ville. Voilà, ça c'est un point important. J'ai une petite question pour vous, Philippe Rio, maire de Grigny. Si on allume la radio en ce moment, le Premier ministre François Bayrou nous parle de submersion migratoire et on disait que cette ville était une ville où il y avait beaucoup de primo-arrivants. Et aussi les mêmes nous parlent beaucoup de lutte contre le narcotrafic tous les jours. Qu'est-ce que quand vous entendez tout ça, le maire de Grigny se dit? Est-ce que vous vous dites que vous aurez les moyens enfin, comment vous voyez finalement, ce sont là des mots qu'on agite dans le débat public qui concernent des questions qui se posent à votre ville très concrètement. Est-ce que vous avez l'impression que les questions sont bien posées? Non, sinon on aurait trouvé la solution en fait. Le travail qui est mené, ce que vient de dire Fabien et ce que dit Jérôme, en fait, c'est il n'y a aucun lien qui est fait entre pauvreté et drogue et trafic en fait. Mais quand on regarde dans le monde et l'histoire des drogues ou des alcools ou de toutes les marchés parallèles et les économies parallèles, elles s'enquistent, elles s'enracinent, elles se nourrissent d'un truc qui s'appelle la pauvreté. Et donc que dans notre pays, il y ait des territoires les plus pauvres qui soient les territoires où ce type de trafic pullule, il y a un lien de cause à effet qui a été démontré par tous les chercheurs de sciences sociales, etc. Si ce n'est que le débat politique, aujourd'hui, la raison n'a plus sa place dans le débat politique. Et c'est toute la force du travail qui est fait là. Si, par exemple, je dis les propos textuellement que vient de dire Fabien, mais je suis mis sur la place publique, pointé du doigt, je ne suis pas entendu. Quand je dis moi, c'est... Non seulement vous n'êtes pas entendu, mais en plus pointé du doigt, c'est ça que vous faites. Ah oui. Si vous allez dire ça sur, par exemple, une chaîne d'infos, vous pensez que vous allez être pointé du doigt. Mais c'est pas que je le pense. C'est que c'est inentendable par les élites médiatiques qui ne veulent pas entendre ce discours de complexité, d'enracinement, de frontières troubles, et qu'effectivement, ceux qui viennent nourrir le trafic, ce sont en clair les bobos du centre de Paris. Très, très majoritairement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas dans notre pays. On ne veut pas entendre. Et tout le travail qui est fait, encore une fois, moi je trouve, par un tiers chercheur, et c'est tout moi je trouve le mérite et un grand merci, c'est que c'est dit par des gens qui ont regardé, qui ont cherché, qui ont interviewé, parce que ça, on est plusieurs à le savoir ici, tout ça. Mais si on le dit nous, on est habitant, on n'est pas cru, on est élu, alors là c'est pire, associatif c'est l'angélisme, ou sinon c'est le catastrophisme. Voilà. Il y a une ligne là qui est détaillée, qui est très puissante. Alors dans le livre, la question des trafics, en fait le mot trafic il regroupe beaucoup de choses. Il regroupe aussi les marchands de sommeil par exemple, ce sont des trafics, ou aussi tout ce qui est de l'ordre de la débrouille, en réalité d'une débrouille économique où on fait ce qu'on peut, quoi, voilà. Bon. Et qui dit trafic, par contre tout ce qui réunit ces trafics, quels qu'ils soient, c'est la police. Vous écrivez... les raids policiers menés sans discernement aggravent les sentiments d'injustice, de dépossession et de discrimination liés à la couleur de la peau et alimentent ce que vous appelez le ressentiment, mot que vous choisissez pour qualifier le mieux possible la relation d'une ville comme Grigny, finalement, au reste de la France. Ce qu'ont les habitants, au fond, vous dites, c'est pas du tout un rejet, c'est pas du tout ce qu'on lit partout, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du ressentiment. Parlez-nous de l'importance justement de cette relation très difficile à la police. Oui, alors
le ressentiment, en fait, il se sent dans la relation à la police, mais pas uniquement, en fait, dans tout ce qui s'est déjà dit là, dans le rapport à un certain discours médiatique. Le fait que ces choses ne cessent de se répéter, elles ne sont pas nouvelles et sont régulièrement accentuées par des moments de crise, en fait, nourrissent le ressentiment, ce sentiment de ne pas être entendu, quoi qu'on dise, que disait à l'instant Philippe Riot, le maire de la ville. Voilà, si c'est nous qui disons ça publiquement, en fait, c'est pas entendu, on nous accuse d'être partial, etc. Ça nourrit du ressentiment. Et alors effectivement, du point de vue du rapport spécifique à la police, là aussi, il y a un tournant qui a été pris. Ces choses-là sont liées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choix politiques qui sont faits. Il y a, on l'a dit, Fabien l'a rappelé, ces quartiers tiennent dans cette situation d'état d'urgence permanent, face à la précarité, face aux difficultés, face à l'emprise des trafics. Elles tiennent parce qu'il y a un travail d'enveloppement qui est fait par tout un ensemble d'enseignants, Jean-Yanti et Yveline Le Briand en ont témoigné, d'éducateurs, de personnes qui sont dans un travail de care. Bon, et les policiers, il y a eu un moment donné où on décidait que la police de proximité, ça ne devait plus exister, que les policiers ne pouvaient plus être dans ce rôle, d'être auprès de la population, de faire de la prévention. Et donc on est rentré, et ça a été théorisé. C'est toute la salle acquiesce là quand vous dites ça. C'est important de le noter. Voilà, on est rentré dans une logique de raid policier, effectivement, parce qu'il y a aussi là des questions de coûts, des choix politiques qui sont faits avec des arrière-pensées économiques sur qu'est-ce qui est le plus rentable aussi, qu'est-ce qui est le plus rentable par rapport à des visées électoralistes aussi, par rapport à un discours médiatique aussi sur en fait voilà il y a des faits divers, donc on parle des faits divers, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces faits divers. Et donc, on rentre dans cette logique-là. Certains policiers eux-mêmes peuvent dire les difficultés qu'ils ont avec ça, avec ces missions qui leur sont données, avec cette logique-là. Mais fondamentalement, c'est la réalité aujourd'hui. C'est avec ça que les habitants de ces quartiers-là se retrouvent à devoir vivre. Je voudrais donner la parole à Orkia, qui est avec nous au premier rang. Bonsoir. Vous habitez Grigny, vous êtes animatrice socio-culturelle. Vous avez été très impliquée dans l'Université populaire des parents de Grigny. Vous êtes toujours très impliquée dans l'Université populaire des parents de Grigny, donc très active dans la ville. Et à titre personnel, cette question du rapport à la police, elle a touché votre famille. Vous avez raconté à Fabien et Jérôme l'histoire de votre fils qui s'appelle Hicham, qui est handicapé, qui avait une santé fragile depuis longtemps. Il était lycéen à ce moment-là, loin des trafics. Il a été confondu un jour par la police avec un suspect lié au trafic de stupéfiants. Il a été battu. Vous avez eu, vous le dites à Jérôme et Fabien, vous avez eu très très peur pour lui. Déjà, comment va-t-il aujourd'hui et comment vous avez vécu tout ça Bonsoir déjà. Bonsoir. Écoutez, je l'ai vécu comme le vivrait tout parent. Ça a été un événement tragique. Et donc, de ce que j'ai vécu, il y a deux choix qui sont posés à moi. Soit je nourris la haine contre la police, ou soit je fais quelque chose, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc du coup, j'ai pris le choix de comprendre pourquoi c'est arrivé, parce que mon fils de toute façon n'est pas le seul, ça arrive à plein d'autres personnes. Et donc j'ai voulu, avec l'aide à ce moment-là d'Amarénie, j'ai voulu organiser une rencontre avec la police et les jeunes. Entre la police et les jeunes. Pour comprendre justement pourquoi. Alors, cette rencontre, elle a eu lieu. Il y a eu plusieurs rencontres. Oui. Et en fait, ce qu'on lit dans le livre de Jérôme et Fabien, c'est une incompréhension quasi totale. C'est-à-dire, vous demandez des réponses et la justice, d'une certaine façon, enfin comprendre. Et de l'autre côté, la réponse qui vous est donnée, c'est presque « donnez-nous les noms ». Donnez-nous les noms. Voilà. En fait, oui, voilà. En fait, nous, on a voulu rencontrer la police pour essayer de comprendre, mais pourquoi on en arrive là, quoi ? Pourquoi un simple contrôle se termine par ce qui s'est terminé ? Et eux, ils voulaient vraiment qu'on fasse de la délation. C'est pas du tout notre objectif. C'est pas nous de dire ou de faire. C'est leur travail de chercher déjà. C'est pas le nôtre. Et ensuite, lors d'une de ces rencontres-là, justement, on avait bien vu justement que la police est arrivée avec des a priori déjà. Avec des a priori. Comme si votre fils était coupable, c'est ça ? Comme si, pas que mon fils, mais comme si tous les jeunes, en fait, de Grigny. Là, je vais parler au nom de tous les jeunes de Grigny. C'est même pas mon fils. C'est tous les jeunes de Grigny sont coupables. Tous les jeunes de Grigny sont des délinquants. Tous les jeunes de Grigny sont des voyous. Et nous, notre posture en tant que parents et en tant que citoyenne, je suis citoyenne, et je me dis, c'est pas possible, on peut pas laisser entendre ça, on peut pas laisser dire ça. Et du coup, donc, ils sont arrivés avec des a priori.
Et la preuve, j'ai un exemple par rapport à ça, c'est qu'un jeune, lors de cette rencontre-là, a demandé à faire une journée d'immersion. Comme avec ça. Les policiers. Avec les policiers. Et le policier qui était présent a dit écoute, tu sais qu'il faut quand même avoir le casier judiciaire vierge. Alors déjà, ça veut tout dire. Donc pour eux, déjà, ils arrivent avec... Il faut comprendre que nous, chez nous, à Grigny, en tout cas, la police, comme peut-être aussi dans d'autres quartiers, je ne sais pas, mais en tout cas, la police à qui on a affaire, c'est pas une police comme les autres. C'est une police qui est beaucoup dans la répression. C'est une police qui n'écoute pas. C'est une police qui est là pour justement faire que de la répression. Ce qui est fascinant dans votre livre, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur le sujet, n'hésitez pas. Mais en attendant, je vous pose cette question-là. Ce qui est fascinant dans votre livre, c'est le nombre d'habitants de Grigny ou d'habitantes de Grigny qui ont quelque chose à raconter sur une interaction qui s'est très très mal passée, voire parfois jusqu'au pire, avec la police. Oui, alors c'est là aussi où... Parce qu'en fait, ce que Orkia vient de dire, je sais déjà que ça lui coûte beaucoup de le dire à visage découvert, parce qu'il faut dire que ces rapports avec la police, c'est de l'humiliation, déjà. Et en fait, tous les garçons, jeunes hommes, avec qui on a passé du temps, etc., ils nous ont tous raconté des histoires terribles d'humiliation, de situations qui peuvent dégénérer ou qui ont dégénéré. En fait, ça, c'est une expérience partagée. Donc, quand on parlait de ressentiment aussi, c'est-à-dire il faut bien se rendre compte ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, déjà, enfin, c'est la ville où vous habitez, et un contrôle d'identité, si on vous demande qui vous êtes, avec l'idée que vous êtes illégitime à être là où vous êtes. Alors, vraiment, il ne faut pas avoir fait de longues études pour comprendre aussi qu'à l'âge de l'adolescence, notamment, quand on est en période de construction, où on s'oppose aux adultes, enfin, ça fait partie d'un processus normal, quand là, vous avez... Enfin, la police, c'est l'institution des institutions. C'est l'institution qui monopolise la violence légitime, pour parler comme les sociologues. Et quand il y a ce soupçon, en fait, qui est généralisé, déjà, ça produit quelque chose d'extrêmement puissant, en fait, et de l'ordre du rejet chez chacune des personnes. Et pourquoi aussi il y a ces raids? Nous, on parle de raids indifférenciés, donc ces raids permanents. C'est parce que, et c'est ce que Orkia disait, c'est en fait, la police ne sait pas, en fait, qui sont les jeunes. Donc, en fait, en gros, un jeune en survêtement à capuche, avec la peau un peu basanée, si c'est un potentiel coupable, et si on a compris ce qui se passait avec la dynamique des flux à Grigny, qui fait que la ville devient de moins en moins blanche, etc. Enfin, en fait, c'est tous les jeunes, quoi, en fait, en réalité. Et je tiens à souligner aussi, c'est que en tant que parents, on donne une éducation à nos enfants. On les éduque pour qu'ils respectent la police. Mais en fait, toute cette éducation, toute cette fondation qu'on a construite avec nos enfants se brise à partir du moment où ils ont affaire à la police. Donc ça aussi, c'est difficile aussi en tant que parent. Et puis moi, je voulais aussi dire que ce livre, pour moi, c'est aussi une thérapie. C'est une thérapie parce que, en fait, peut-être que d'autres personnes vont se retrouver aussi dans ce livre-là. Ont vécu aussi ce que peut-être nous aussi on a vécu. Donc pour moi, c'est une thérapie. Et puis, voilà. Merci Fabien. Juste par rapport à ça, moi j'ai un étudiant cette année qui m'a dit monsieur, j'ai vu votre livre, moi en fait je viens d'Évreux en Normandie et d'un quartier particulier d'Évreux, et en fait c'est le quartier dont était issu le terroriste qui a tué Samuel Paty, et en fait tout ce que vous racontez sur Grigny, moi je l'ai vécu dans mon quartier à Évreux, c'est pareil. On a été stigmatisé depuis les années 90, là ça a été pire que tout, et on vit dans ce que vous décrivez comme étant un état d'urgence permanent. Bon. C'est pour ça que dans le livre d'ailleurs, le sous-titre c'est violence, solidarité, ressentiment dans les quartiers populaires, parce qu'on est très convaincu que ce qu'on a observé pendant 10 ans ici, en fait, vaut pour tout plein d'autres quartiers populaires en France. Et donc, effectivement, comme vient de le dire Orkia, on espère aussi que d'autres s'y retrouveront. Oui, on avait bien ce que vous disiez, Philippe Rio, sur le fait que, justement, l'après-attentat a renforcé la stigmatisation et les difficultés qui pèsent sur Grigny et sur d'autres villes comparables. Est-ce que il y a d'autres réactions sur cette question des relations avec la police qui est importante? Oui, monsieur. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Sidibé, je suis étudiant et du coup je suis là parce que je fais partie d'un collectif avec Fabien qui s'appelle Territoire Vivant.
Du coup, on a écrit 2 ouvrages collectifs, Territoire vivant de la République, ce que peut l'école réussir au-delà des préjugés. Et le deuxième, c'est Parce que chaque élève compte, enseignant en quartier populaire. Et du coup, j'habite également en quartier populaire à Stein. Et donc, effectivement, je voulais intervenir sur la question de la police, parce qu'effectivement, la police, d'abord, essentialise la figure du bandit, c'est-à-dire qu'effectivement, un jeune avec la peau un peu basanée qui porte un survêtement est automatiquement un bandit. Et donc, moi, j'ai une lecture assez sociologique et structurelle de la police. Moi, je pense que la police est raciste parce que je ne rentre pas dans les individualités, parce qu'effectivement, il y a des policiers qui ne sont pas racistes, mais la police structurellement est raciste. Pour prendre un chiffre que j'ai vu dans le livre d'ailleurs tout à l'heure, depuis 1977, la police a tué plus de 800 personnes. 90% sont des hommes, qui plus est basanés et issus des minorités. Et donc les violences qui sont perpétrées par les jeunes de cité, et notamment par moi, parce que j'ai déjà été auteur de violences, c'est des violences en réaction à ce que Max Weber va appeler le monopole de la violence symbolique, qui est détenu par la police et du coup l'État. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On va enchaîner, même si cette discussion pourrait prendre très longtemps. Et encore une fois, dans le livre, beaucoup de personnes qui parlent, des hommes, mais des femmes aussi, puisqu'elles sont impactées comme vous, Orkia, par ce qui se passe pour leurs enfants ou pour leur mari, témoignent de cette généralisation de la violence par la police, et c'est vraiment très frappant dans le livre. Je voudrais qu'on parle des violences de genre, parce que ça, c'est un aspect important du livre aussi. Parce que quand même, Fabien Truong et Jérôme Truc, vous décrivez Grigny comme un monde aussi de mecs où il peut y avoir une exacerbation de la masculinité. Vous parlez des violences entre hommes qui traversent cet espace. Il y a ce que vous appelez, alors ça c'est un terme très sociologique, un assujettissement viriliste des femmes. Donc les femmes qui subissent de façon différente cette violence, mais qui ne font pas que la subir. Vous montrez, on va donner la parole d'ailleurs à certaines d'entre elles, vous montrez aussi qu'elles luttent, elles agissent, elles construisent des liens, elles prennent soin du quartier, et elles ne sont pas du tout juste dans une attitude de subir cette violence. Racontez-nous un petit peu, d'abord, pourquoi vous vous êtes intéressé à ça, dans le continuum de toutes ces violences. Alors oui, alors du coup, le titre de la partie, c'est l'assujettissement, mais ce que peuvent les femmes. Et donc ça, c'est important aussi de le souligner de suite. Alors juste pour rebondir avec le rapport à la police, nous aussi, on lit le rapport, à ce qu'on dit le rapport police-population, mais en fait, c'est plutôt police-jeunes hommes, pour être un peu plus précis, et sous le prisme du virilisme. En fait, il y a un vieux truc en sociologie, quand on a des conflits très très forts en fait, entre les individus, en général, c'est un signe que les individus partagent des choses en commun et une forme de concurrence sur ce qu'on se partage. Et c'est ce que dit un conflit très très fort. Et entre les policiers et les garçons qui sont contrôlés, il y a la question de la masculinité et de la performance de la masculinité dans l'espace public. Je vais prendre... nous, on fait de l'ethnographie, donc on s'intéresse à des détails. Alors, juste quelque chose qui dit beaucoup de choses. Quand on va dans le commissariat de Grigny, quand on peut, qui n'est ouvert que 3 heures par semaine le vendredi. Voilà. Plus de police de proximité. Donc, Ça, c'est important. C'est-à-dire que le rapport à la police, c'est les raids. Mais pouvoir aller dans le commissariat pour déposer une plainte, quand, par exemple, on est une femme et on subit des violences d'autres hommes et qu'on voudrait ne pas, bénéficier de la solidarité qui existe, de quartier, d'autres hommes. Enfin, non, on ne met pas tous les hommes dans le même panier, etc. Et qu'on voudrait avoir une réponse du droit, en fait, commun. En fait, déjà, très souvent, c'est juste, c'est pas possible. C'est fermé la plupart du temps. Mais ça nous est arrivé une fois, quand on a pu pousser la porte du commissariat, etc. On est dans une espèce de sas d'attente, etc. Et il y avait une photo qui était affichée par les policiers sur le mur, d'un policier qui faisait un wheeling. Un wheeling, c'est une roue arrière. Et donc, c'était une forme de fierté, en fait. Donc, c'est un truc classique de la moto, de « je suis un mec », etc. Regardez. Et en fait, ce sont les mêmes policiers qui vont faire des courses-poursuites ultra dangereuses, d'ailleurs, dans le quartier, quand d'autres garçons de la cité font des wheelings, mais en fait, ils font des wheelings. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui est lié en fait, à la performance de la virilité dans l'espace public. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que, du coup, et je vais laisser la parole à Jérôme, cette question du virilisme, elle traverse... Donc, en fait, quelque part, la police le rend
plus visible. Et avant de te donner la parole, ce qui est intéressant aussi par rapport aux femmes, c'est que ça pose les femmes dans une situation quasi impossible. Parce qu'en fait, la police, elle représente, et Orkia l'a bien dit, une forme d'insécurité. C'est terrible de le dire en fait dans notre pays, mais dans un quartier populaire, quand il y a une voiture de police, il y a beaucoup de gens qui ont peur, et beaucoup de femmes qui ont peur pour leur fils, pour leurs frères, pour leur mari, parce que quelque chose peut dégénérer. Donc, il y a cette incarnation de la peur, mais si elles-mêmes, en tant que femmes, peuvent être victimes, et pas plus en quartier populaire que dans les quartiers bourgeois. On vit un moment MeToo, on voit bien que les quartiers bourgeois sont traversés par la question du virilisme et du patriarcat, etc. Et ça, c'est systémique. Pouvoir se protéger de certains hommes qui peuvent être violents contre soi-même en tant que femme, on ne va pas pouvoir se tourner par une institution masculine qui est la police. Donc ça pose les femmes dans une situation paradoxale et au fond assez complexe. Il y a d'autres choses aussi, mais mais de façon générale, de toute façon, vous dites que la police, du coup, comme il y a cette crise de confiance, n'est plus un recours, y compris quand on veut porter plainte pour d'autres choses. Mais pour ce qui est de revenir, alors on va pas passer la parole à Jérôme, on va essayer de voir. Je suis bien d'accord, j'allais dire qu'il fallait la passer à la salle. On va voir si peut-être est-ce que Aya, Habiba, est-ce que vous voulez reparler là-dessus? Habiba, c'est intéressant, vous dans le livre, vous dites voilà, moi je vis à Grigny, etc. Mais alors les machos, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et dans toutes les structures, les conseils syndicaux et les associations où je suis, j'essaye de mettre ça de côté, de ne pas fonctionner de cette façon-là. C'est sûr, ils sont tous dans chaque secteur. Hein, il faut juste savoir Disons que moi, je dis ça personnellement. Hein, c'est pas le cas peut-être pour toutes les femmes. J'ai un caractère de mec et ça fait peur les hommes. C'est pas faux. Donc c'est pour ça que j'arrive à analyser un mec tout de suite, le bon, le mauvais. Et quand il s'agit de sourire, je souris. Quand il s'agit de sortir les yeux, je sais sortir aussi les griffes. Et donc maintenant, j'arrive à les analyser. Et donc c'est pour ça, en fait, on est dans un monde où il faut se protéger, autant que femme. Peut-être on a ce caractère qui est fort, et ce caractère nous protège en même temps. Sur la question des genres, moi, c'est vrai que j'ai travaillé 18 ans à Grigny, j'ai jamais eu ce ressenti. D'ailleurs, mes anciens collègues présents dans la salle, où moi, j'ai toujours trouvé ma place dans l'équipe. Aujourd'hui, j'occupe une fonction de chef de service éducatif au sein d'une maison d'enfants à caractère social, où effectivement, il faut avoir du caractère. Hein. Mais moi, à Grigny, j'ai jamais ressenti, en tout cas, ce rejet où la femme est à la cuisine et l'homme dirige. D'ailleurs, il y avait une ancienne aussi directrice à ma droite. Donc, du coup, non. Moi, j'aimerais juste dire 2-3 mots quand même sur les jeunes, parce qu'on oublie un petit peu, dommage qu'il n'y en ait pas d'ailleurs, hein, parce que ça aurait été intéressant de leur donner la parole. C'est qu'à un moment donné, dans quelle case on les met? Je m'explique, parce qu'entre la stigmatisation et tout le temps où je suis passée sur les structures à Grigny, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient en situation d'exclusion avant l'âge obligatoire, en tout cas, à la scolarité. Moi, je me retrouvais avec des jeunes à 13 ans, sans orientation scolaire, qu'on avait au CVS. On ne savait pas quoi faire, parce que personne n'en voulait. Et ça, c'est une réalité. Il y a aussi un grand manque au niveau éducatif, où l'État ne met pas du tout les moyens sur cette ville, alors qu'il me semble qu'on est quand même une population où les jeunes sont âgés de 15 à 35 ans, et il y a 36% quand même. Donc, moi, je pense que c'est une ville qui a été clairement abandonnée par l'État. Et juste pour revenir aussi sur Mehdi Coulibaly, je pense qu'entre la haine de la police et son histoire, il y a quand même un lien. Et je me permets, parce que je suis bien placée pour en parler, sans rentrer dans les détails, pour avoir vécu une histoire tragique à Grigny, l'une des premières d'ailleurs. Comprendre, c'est pas excuser, mais à un moment donné, qu'est-ce qui a emmené cette haine de la police? Parce que moi-même, je l'ai eue, voilà, pour être tout à fait honnête. D'ailleurs, quand c'est arrivé, j'étais en formation d'éducatrice spécialisée parce que justement, je me suis rendu compte qu'à Grigny, on n'était pas formé à l'accompagnement social et éducatif. On se contentait d'animation culturelle. Mais au final, comment on les accompagne, ces jeunes, en situation justement d'échec, d'exclusion, et avec justement cette image dégradée de Grigny? Parce que cette image, elle date pas d'hier, en fait. C'est plus on avance et plus elle se dégrade. Et je pense qu'à un moment donné, l'État va falloir vraiment se poser les bonnes questions et quels moyens on donne au final à ces quartiers populaires.
Merci Farideh. Très fort votre témoignage. Comment vous réagissez? Je ne sais pas si c'est à moi ou c'est à toi, mais c'est surtout que j'ai le sentiment surtout que le témoignage voilà, est effectivement très fort et qu'il parle de lui-même en fait. Et pour le coup, voilà, il fait écho à des choses qui sont des propos qu'on retrouve dans le livre. Et je ne pense pas qu'on ait spécialement besoin de venir le commenter ou le rajouter. Jayanti, je voulais vous redonner la parole parce qu'on a parlé des jeunes. Et dans le livre, il y a un passage très intéressant où vous dites aussi comment, en tant que femme, vous avez appris à finalement un peu déconstruire, esquiver, retourner la violence des jeunes garçons qui peut s'exprimer dans leur discours, etc. Et en fait, vous en parlez assez bien en disant, moi, j'essaye de pas du tout répondre à ça. Comment vous voyez cette discussion finalement autour de la violence de genre qui peut s'exprimer par parfois des gamins de 12 ans ou 13 ans, etc., contre une femme que vous n'authentifiez peut-être évidemment pas comme si elle était produite par des adultes. Mais comment vous faites, vous, pour justement continuer à enseigner et justement mettre ça un peu de côté et essayer de justement continuer à donner des enseignements à ses élèves? Tout d'abord, d'être là toujours, en fait, et de pas absoudre le débat s'il y est, mais en même temps en donnant une force à justement l'enseignement, parce que je pense qu'à travers les enseignements qu'on donne au sein de l'éducation nationale, justement, on peut travailler tout ça de manière sereine et civilisée. Et je pense qu'on a plutôt des élèves qui ressortent aujourd'hui plutôt convaincus que les hommes et les femmes ont la même place dans la société. Après, c'est un combat parce qu'effectivement, des fois, il y a des déséquilibres. En fait, moi, c'est vrai que j'ai enseigné en fait, pendant plusieurs années en, fait, en section d'enseignement général professionnel adapté, c'est-à-dire en SECPA. Et alors après, au fil du temps, grâce au travail d'un directeur, ça s'est équilibré. Mais c'est vrai que moi, une de mes premières classes, quand je suis arrivée au collège Jean Villard, il n'y avait que 3 filles pour 13 garçons. 16, ouais. Donc voilà, ça crée un déséquilibre forcément. Et donc la place de la femme, elle est capitale et on la travaille. Mais par contre, non, ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas aussi seulement qu'à travers des grands discours qu'on peut combattre ça. C'est aussi par rapport à des positionnements, des faits, des situations. Je pense faut partir souvent quand même d'une situation pour faire comprendre. C'est important, les enseignements et puis justement aussi les grands discours. Mais il y a la représentation. Bon, de toute façon, on a beaucoup de femmes au sein de l'éducation nationale, hein, donc c'est bien, ils sont équipés. Mais par ailleurs, il y a partir des situations que rencontrent les jeunes. Je pense que c'est assez primordial parce que voilà, on parle encore d'individus au lieu de regrouper. Et juste une dernière chose, je pense qu'il y a beaucoup de femmes fortes sur le territoire, et notamment des mères qui se battent, MERES, ouais. Beaucoup de collectifs de mères. De mères qui se battent pour leurs enfants. Merci beaucoup. Eh bien, je voudrais qu'on... Et vous le rappelez d'ailleurs dans le livre, hein, évidemment, on parle là de violence de genre qui s'exprime à travers les témoignages dans la ville de Grigny, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure et vous le rappelez dans le livre, évidemment, les violences de genre, elles traversent l'ensemble de la société et c'est évidemment très clair. Je voudrais qu'on avance un petit peu pour aller vers notre conclusion. Au tout début du livre, il y a une phrase du poète palestinien Mahmoud Darwish qui dit « Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens ». Et dans votre livre, en fait, il y a tout ça. Il y a des violences personnelles et intimes parfois très fortes. Il y a aussi de la solidarité dont on a parlé. Il y a des trajectoires de réussite. Il y a de la joie quotidienne. Il y a des gens qui ne réussissent pas du tout et qui s'enfoncent et justement qui n'arrivent pas à sortir peut-être à être mobiles en fait dans leur vie. Il y a, et on l'a dit pendant toute cette émission, Grigny, c'est une ville où
On arrive, on reste parfois par choix. Et quand on arrive à Grigny, en tout cas, on arrive souvent pour fuir la misère et la violence. Et d'ailleurs, un peu quelles que soient les époques. C'est aussi une ville où on reste. Alors là, je voudrais vous redonner la parole, Raymonde. Vous avez une histoire familiale qui est une histoire familiale très forte. Vous êtes né en 1943 de parents juifs polonais qui ont émigré en France. Vos parents ont échappé de peu à la rafle du Veldiv par la police française en juillet 1942. Votre père a été arrêté, il a été amené à Drancy, il est mort en déportation. On a beaucoup dit que Grigny a changé ces dernières années, et vous êtes resté. Évidemment, ma question, elle est liée aussi à l'actualité, parce que beaucoup de gens aujourd'hui produisent des discours pour nous dire que dans les quartiers, dans les villes comme Grigny, il y a beaucoup d'antisémitisme et de gens qui vont exprimer ça. C'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias. Comment vous réagissez par rapport à ces discours-là qui sont produits dans l'espace public en nombre depuis une année? Comment vous vivez ça? Et expliquez-nous tout simplement pour vous comment vous... Voilà, vous êtes à Grigny, vous êtes là et vous êtes bien. Oui, ça fait 52 ans. Et dans le même appartement. Alors, c'est un peu grand pour moi maintenant. Les enfants sont partis. Je suis toute seule dans un T5, effectivement. Mais bon, il est payé. Alors, j'y reste. En tout cas, sur la question de l'antisémitisme. Hier et aujourd'hui, je suis intervenue, pas toute seule, on intervient à plusieurs, sur la question de la déportation. Et je rappelle que hier, c'était le 27 janvier, mais c'est le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz par les soviétiques. Donc, on intervient auprès des élèves pour parler de la déportation. Alors, il y a des déportations. Il y a les déportations politiques et effectivement, il y a ce qui concerne la Shoah. Et moi, je termine toujours mon intervention avec des questions d'actualité, je dirais. Parce que ça fait déjà quelques années que je fais ça, mais bon, c'est pas toujours le même discours que j'ai. Je finis en disant, actuellement, par rapport au Proche-Orient, et je peux vous dire que je vois les têtes qui font comme ça quand je parle. Donc, quelque part, ça correspond à ce qu'ils s'attendaient. Et donc, moi, je dis, je suis juive, oui, parce que même si, de toute façon, je dirais que je suis pauvre, il y a quelqu'un qui, un jour, me dira, sale juif, ça, c'est ma mère, c'est ce qu'elle me disait. Donc, ça ne sert à rien de le refuser. Voilà, c'est comme ça. Même si je ne suis pas religieuse, bien évidemment. Mais je suis juive, mais je ne suis pas israélienne. Donc moi, je n'accepte pas ce que fait le gouvernement israélien actuellement par rapport au Proche-Orient. Donc voilà, je fais ce discours-là. J'ai dit, il faut pas confondre. Moi, je vis en France, je suis française, et donc il ne faut pas se tromper. C'est pas parce qu'il y a ces événements que tous les juifs de France soutiennent. Il y en a quelques-uns, bien évidemment. D'ailleurs, il y en a certains qui me disent que je suis antisémite quand j'ai ce discours. Alors voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond. Ben oui, ça répond tout à fait. Fabien Strumou et Géraud Truc, ça m'intéresse parce que finalement, cette discussion-là, ça rejoint aussi finalement l'objet de votre livre. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les quartiers populaires, il y a souvent un discours qui est produit sur eux et que finalement, votre travail, qui est d'aller voir les gens, de rester longtemps, nous fait apparaître en réalité d'autres réalités que les discours produits en permanence. Oui, c'est ce que produit l'enquête quand elle est produite, quand elle est tenue sur le temps long comme on l'a fait là. C'est aussi pour ça qu'on a voulu que cette journée de lancement du livre ait lieu à Grigny et qu'elle soit l'occasion de donner la parole aux Grignois, parce que ça s'est imposé à nous comme une sorte d'évidence. On est venu une fois encore, comme on l'expliquait, avec une mission particulière, un appel auquel on répondait. Et chemin faisant, en réalisant notre enquête, en échangeant avec les uns et avec les autres, il s'est imposé à nous comme une évidence que la dernière partie de notre livre, ça allait être chassé, croisé et structuré de cette manière assez simple, effectivement. Arriver, partir, rester. Parce qu'en fait, le fait de passer du temps là fait qu'on les voit, ces flux, que certains qui étaient là sont partis, ne sont plus là, ne peuvent pas être là ce soir. Qu'on en a vu d'autres arriver avant,
que ça nous permet d'avoir une toute autre vision du coup de ce que c'est qu'une ville comme Grigny. Effectivement, pas du tout ce ghetto refermé sur lui-même tel qu'on nous le présente, mais au contraire, comme on l'a dit, à la fois des coulisses du pays, ce dont on parle, de l'hypercentre où tout a l'air de se passer et qui ne tiendrait pas sans ces coulisses-là, et en même temps des carrefours où donc des gens ne cessent d'arriver pour trouver leur place dans la société, essaimer ensuite en partant souvent pas très loin à côté parce qu'ils restent aussi près. Voilà, on grandit à Grigny et puis en fait bien souvent, alors parce que des fois l'appartement n'est pas payé ou parce qu'il faut acheter son propre appartement, on va l'acheter un peu à côté, mais voilà, parce qu'il y a des parents qui restent là, eux, ils restent dans l'appartement payé, et donc du coup, et voilà, et en fait, c'est ces trajectoires-là qui font que aussi du coup, se pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on reste. Parce que quand on décrit en permanence ces quartiers comme des quartiers invivables, en proie au séparatisme, où il n'y a que du négatif, où où les faits divers ne cessent de faire l'actualité, etc., qu'est-ce qui fait qu'on reste finalement? Oui, il y a du ressentiment, on essaye d'expliquer à quoi tient ce ressentiment, oui, il a de l'importance, et en même temps, il y a des formes de joie dans ce que dit Raymond là quand il dit ça fait 52 ans que je suis là et puis bon certes c'est un peu petit pour moi l'appartement, voilà, la plupart des gens sont là, acquiescent, il y a de la joie aussi dans le fait de vivre là et dans ce collectif là, et donc c'est pour ça en fait voilà, on a aussi voulu que ces témoignages puissent là se faire entendre. Khadija, vous êtes à côté de Raymond, vous êtes jeune Désolé. Vous êtes une jeune professeur et vous venez de Grigny. Qu'est-ce que cette discussion vous inspire? C'est vrai que la réalité n'est pas simple. Alors moi, je suis arrivée à Grigny à 3 ans. C'est bon. Je suis arrivée à Grigny à 3 ans. J'ai vécu tout ce que vous avez pu décrire. Alors dans le livre, je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas ce que les participants ont pu décrire. Mais si je rebondis sur le discours de ma collègue, je n'ai pas retenu le prénom, désolée. Merci. Moi aujourd'hui, si je suis devenue professeure en fait de sciences économiques et sociales, j'ai un petit peu suivi le parcours de mon ancien professeur de sociologie, Fabien Truon. C'est grâce à tous ces acteurs et aux professeurs, en fait, j'étais au collège Pablo Neruda, donc un collège ZEP, REP aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de professeurs qui nous ont soutenus, qui nous ont dit faites des grandes écoles, lisez. Et moi, c'est le conseil aujourd'hui que je donnerai aux parents. C'est faites lire vos enfants, faites-les sortir. Vous trouverez des moyens, des associations pour justement qu'ils acquièrent ce qu'on appelle la culture légitime. Et je pense que toute culture, toute pratique culturelle finalement reste légitime. Il faudrait peut-être la prendre de force finalement, cette culture, pour que vos enfants, que vous soutenez, ça j'en doute pas, contrairement à ce qu'on peut dire dans les médias, les parents sont des missionnaires, etc. Je pense que non, il y a beaucoup de parents qui sont derrière leurs enfants et qui veulent aussi leur réussite. Voilà, moi j'en fais partie, c'est mon père, je le remercie, j'espère qu'il l'entendra. Il nous a beaucoup incité à travailler. Il faut bien travailler à l'école, ce qu'il disait. Et donc voilà, aujourd'hui je suis contente de mon parcours et j'espère que d'autres suivront le mien, et je sais qu'il y en a. Il y en a beaucoup, ce qu'on appelle des trajectoires sociales improbables en sociologie. Donc il faut aussi les mettre en avant, et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce discours qu'on entend dans les médias. Mais il faut l'entendre. Il y a des réussites. Elles peuvent être improbables ou pas, mais voilà. Et s'il y a un mot aussi qu'on peut retenir dans le titre du livre, c'est solidarité, ce que tu as fini par dire. Il y a les violences, quelle que soit la violence, beaucoup de violences extérieures. Dont moi j'ai été en tout cas protégée par mes parents, mais elles existent, certaines et certains les subissent. Mais en tout cas, Grigny, voilà, il y a beaucoup de solidarité, et je pense qu'on peut être fier de cette solidarité. Et vous êtes applaudi. Le titre du livre, d'ailleurs, oui, c'est Grands ensemble. Nous sommes grands ensemble. C'est un jeu de mots avec les grands ensemble. Nous sommes grands ensemble. À côté de vous, pas très loin, il y a Jean. Bonsoir tout le monde. Jean, bonsoir. On va conclure la soirée avec vous dans un instant. Mais vous êtes animateur social ici, animateur culturel. Oui. Et vous faites aussi de la danse. Vous avez créé Odyssée dansante, on va en parler avec d'autres, qui sont d'ailleurs dans la salle et pas très loin de vous, notamment Orkia qui est à côté de vous. Collègue, voilà. Donc on en parlera après d'Odyssée dansante. Mais vous d'abord, en tant qu'animateur culturel, que vous inspire toute cette conversation qu'on a eue? On parlait des gens qui restent à Grigny, vous y restez, c'est là que vous êtes ancrés. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire avant de nous en montrer plus ici, un peu sur la scène? Je ne peux pas tout dire parce qu'après, c'est spoiler un peu ce que je vais faire, mais bon.
Donc j'ai habité au Méridien, où monsieur le maire a résidé aussi. Et ouais, c'est l'équipe. Et je suis propriétaire au Patio. Bon, tout ce qui a été dit concernant tout ça, c'est que la vérité. C'est Grigny, c'est soit tu l'aimes, soit tu la quittes, en fait. Je peux pas dire plus que ça. Si je fais ce métier, c'est que parce que j'ai l'envie et que j'aime aider mes prochains, quoi. Et j'ai des enfants qui ont excellé dans les études, Master 2, bac, collégien Villard. Voilà, si les parents poussent leurs enfants, ils excellent et puis ils vont plus loin, quoi. Dans le livre, il y a quelqu'un qui s'appelle Nadir, qui exprime très bien les choses. Alors, il n'est pas là ce soir, je crois, mais il parle. Lui, ses parents ont aménagé à Grigny à la fin des années 80. Il a vécu longtemps ici. Il fait plein de trucs. Il travaille dans une mairie et aussi il est entrepreneur. Peut-être vous le connaissez d'ailleurs. Et dans le livre, il parle de beaucoup de choses, de ce ressentiment dont nous parlent Fabien et Jérôme. Il parle aussi des gens qui, parfois, ici, n'ont pas forcément l'opportunité de sortir de Grigny ou d'avoir peut-être l'imaginaire qui est étendu et de se donner la possibilité de se dire qu'ils peuvent être mobiles, qu'ils peuvent peut-être accéder à d'autres choses que ce qui était peut-être prévu pour eux. Comment vous essayez au quotidien en tant qu'animateur culturel de susciter ça, de réveiller ça chez certains jeunes? C'est l'accompagnement, c'est essayer de comprendre le jeune, essayer de comprendre son parcours, essayer de comprendre aussi qu'on a des difficultés, essayer de pallier, l'accompagner. Voilà. Je ne vais pas dire plus. Hein. Ok. Merci. D'habitude, je parle plus, mais bon, ouais. l'heure arrive. L'heure arrive. Ouais. Fabien, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? On arrive à la fin. Oui, là-haut, madame. Bonsoir. Moi, c'est madame Félémon, Néloua. Je suis citoyenne de Grigny depuis 2019. Donc, si je prends la parole, c'est pour intervenir, pour rebondir un peu par rapport à ce que vous dites. Quand vous dites que les gens viennent à Grigny pour fuir la précarité, on n'est pas tous, en fait, dans le même cas. Certains viennent à Grigny parce que, tout simplement, ils ont fait un choix. Donc, parmi ces choix, moi, j'en fais partie. Je viens de 94. Il y a une opportunité qui s'est offerte à nous, donc de déménager à Grigny. Moi, je ne connaissais pas Grigny. Mais c'est vrai que quand on parle de Grigny, on a l'impression que, en fait, Grigny, c'est le lieu de la guerre. Voilà. Moi, la première fois quand j'ai dit à mes parents que je déménageais à Grigny, ils m'ont dit « tu étais folle ». Oui, c'est les premiers mots. « Tu es folle ». Mais aujourd'hui, quand ces mêmes parents viennent où j'habite, ils se disent « mais tu n'es pas à Grigny ». Donc c'est pour dire que vous, les médias, ce serait bien quand même de changer peut-être un peu le discours sur les quartiers populaires et parler surtout de l'individu. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous rappeler qu'il y a des gens à Grigny, qui habitent Grigny, qui ont leur maison, qui ont une belle voiture, qui ont un très bon travail, qui payent des impôts qui sont imposables. Il y en a à Grigny. Mais aujourd'hui, quand on entend les discours de Grigny, on a l'impression qu'on vit tous des cassos. Tous ne sont pas des cassos. Je veux que le discours change, que Grigny, qu'on essaye, des fois quand on parle des quartiers populaires, qu'on essaye de ressortir au moins le côté positif, qu'il y a des enfants qui réussissent. Moi, j'ai ma nièce qui fait une école, comme on appelle, d'avocat, dans une grande école, qui vient de Grigny. Donc, il y a des côtés positifs. Tout n'est pas négatif à Grigny. C'est bien entendu, parce qu'on partage complètement votre point de vue, qu'on est là ce soir à Mediapart, évidemment. Philippe Rio, rapidement. Je vais pas par ma prise de parole, c'est pas en tant que maire. Parce que moi, je suis avant tout un habitant de Grigny. Je suis un enfant de Grigny qui a fait toutes ces... Je suis arrivé à l'âge de 6 mois, j'ai 50 ans maintenant. Et donc, ce livre que je n'ai pas fini, je suis un peu plus avancé que toi, Raymond. Et je vous confirme, il faut continuer, il faut le lire. D'abord, moi, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Jérôme et Fabien de la justesse des propos, dans sa complexité. En fait, ce sont les premiers qui écrivent, parce qu'ils ont pris du temps, sur ce que nous sommes vraiment, sans caricature, sans extravagance.
Ils ont compris à travers les personnes qui ont été rencontrées nos vies, nos intimités, nos doutes, nos peurs, nos joies, nos rires. Il y aura pour moi un avant et un après cet ouvrage-là, sur la manière dont des gens extérieurs à Grigny parlent de Grigny. C'est quelque chose qui est... Orkia parlait de thérapie. Il y a quelque chose de thérapeutique dans cet ouvrage, parce qu'il redonne de la légitimité, de la dignité, à travers un bouquin qui fait 340 pages par des sociologues, quoi. Les mecs, ils sont sociologues. Et ils nous font retrouver de la dignité, mais sans cacher nos peurs, nos difficultés, les violences que l'on traverse. Et en clair, ils nous disent que nous sommes des gens forts, parce que ce qu'on vit ici, c'est peut-être un peu plus qu'ailleurs, et quand même, à travers tous nos parcours, nos solidarités, eh ben, on tient. On tient et on tient. Donc, voilà, vraiment, en tant qu'habitant, merci beaucoup, Jérôme et Fabien, que j'ai très peu rencontré, en fait, dans cette histoire. Oui, ce n'est pas un livre municipal. Non, je tiens... il le dit, d'ailleurs, vous le disiez, vous l'écrivez de cette manière, et tant mieux, d'ailleurs. Et moi, voilà, l'observation de Grigny, bravo, chapeau. Merci pour nous, en tout cas. Merci à vous. Eh bien, on parlait de ces façons d'être ensemble et de joie. On va finir justement par une performance de l'Odyssée dansante avec vous. Voilà, Jean-François. Dites-nous en 2 mots ce que c'est l'Odyssée dansante. Dites-nous en 2 mots ce que c'est l'Odyssée dansante, ou Orkia, oui, qui est à côté de vous. Parlez-nous de l'Odyssée dansante. Il fait vraiment son timide ce soir. Alors que d'habitude, il n'est pas du tout timide. Hein. Donc, l'Odyssée dansante, c'est un projet de notre responsable, Mamadou Dilou Diop. Il a écrit ce projet-là il y a plus de 10 ans. Et donc, oui, 10 ans, et comme vous, 10 ans aussi. Et du coup, donc, ce projet sert à faire danser la ville, sert à rapprocher les populations, les communautés, mais en tout cas d'apporter de la joie de vivre dans l'espace public, parce que du coup, surtout l'été, nous sommes présents sur tous les villages vacances. Et dans les écoles aussi, on va bientôt commencer à entrer dans les écoles. Dans les écoles, des tout petits. Déjà, on va commencer par les petits. Et ensuite, ensuite ça va continuer jusqu'au collège. Et pour apporter vraiment... Dire que vraiment la danse et la musique, c'est une thérapie, voilà. Voilà. Très bien. On merci. en revient à ce mot de danse et de thérapie, les 2 mots peut-être de cette fin d'émission et de fin de présentation. Merci vraiment beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Gaël Bordier de 5e étage et à son équipe, à Martin Bessin, à Carole Lozano de la Découverte et à la mairie de Grigny de nous avoir accueillis là ce soir dans cette salle Sidney Béchette. Fabien Truong et Jérôme Truc, votre livre Grands Ensembles, il est ici. Voilà. Il sort, nous sommes Grands Ensembles, donc voilà, il sort aux éditions La Découverte et il est en librairie dès aujourd'hui. Cette émission exceptionnelle de Mediapart, elle est possible que grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. À très vite. Et donc, on vous laisse la place.